À 1h30 de Dakar, de la verdure à perte de vue. Une ferme qui s'étale sur 6 hectares. Une petite oasis dans un Sénégal sahélien comme une ligne de front dans la bataille contre l'insécurité alimentaire. Une plateforme agrobusiness pour la production, la commercialisation et la distribution de produits agricoles avec une priorité donnée aux produits locaux. Une révolution verte qui commence ici, dans une région frappée par la sécheresse et le réchauffement climatique. Un miracle créé par cet homme. Vous allez bien? Bienvenue chez vous. Ça va bien? Je vous ai salué. Tion Yang est le fondateur de cette ferme. En 2014, il a planté ces citronniers qui aujourd'hui produisent chaque saison des centaines de fruits. Un de ces miracles de la nature qu'il vante auprès de ses visiteurs. Car Tion poursuit un vieux rêve, convaincre de jeunes urbains de venir s'installer en zone rurale pour y devenir des agri-entrepreneurs. Pour vos débuts, on va se concentrer sur une partie de la ferme, pour une culture expérimentale. Il faut que sur la parcelle, on réussisse notre pari. On va labourer un espace pour s'aimer du bissap, l'oseille de Guinée. On ne va pas se disperser. Je compte sur votre engagement, d'accord? Ce matin-là, il accueille de nouveaux pensionnaires. C'est la 80e promotion de jeunes aspirants à l'agrobusiness qui intègrent cette ferme du projet baptisé Jeff Zone. Un nom qui signifie zone d'action en langue wolof. Pendant sa semaine d'immersion, le groupe va se familiariser avec les techniques pour devenir des futurs rois de l'entrepreneuriat agricole. De quoi mener la lutte contre l'insécurité alimentaire. Moi, je suis toujours très content de recevoir les jeunes qui viennent de partout. Ça me donne beaucoup de force. C'est un modèle qui a marché depuis 10 ans, cette année, et que beaucoup se sont intéressés là-dessus. Ça veut dire que cette mission, si on le continue, on aura des milliers de jeunes en Afrique qui feront même plus que ce que nous sommes en train de faire. Et ceci me réconforte et me donne beaucoup plus de force, même avec les difficultés, avec les challenges ici en Afrique, comme vous le savez. Quand je vois ces jeunes, ça me donne aussi de la force pour continuer. On a cette ferme ici qui est l'école, l'Institut agricole et de leadership. On a d'autres fermes à l'intérieur du pays, comme à Kafrine, Birkilan, vers Touba, Saint-Louis, derrière Dagana là-bas, on avait fait du riz. Et entre le Sénégal et la Gambie, Kersambagay aussi. Donc c'est divers, mais ici c'est pour l'Institut agricole. On enseigne les jeunes et aussi les suit avec le modèle qu'on a avec les alumni. C'est l'un de mes meilleurs jours. À chaque fois que je suis revenu ici avec les jeunes, de rencontrer les alumni qui viennent de partout dans le monde. Ça me donne beaucoup de force et beaucoup d'espoir et de hope pour l'avenir de notre pays et du continent. L'espoir de voir enfin l'Afrique manger à sa faim. C'est le rêve de Tion, dont le programme recrute ces jeunes âgés en moyenne de 24 ans, d'abord pour leur passion pour l'agriculture, ensuite pour la pertinence des projets qu'ils portent. À peine arrivé dans la ferme, il passe assez vite aux travaux pratiques. Après la cueillette de citrons, voici déjà la première leçon à la ferme. C'est pourquoi l'agriculture, c'est la vie. C'est le boulot le plus important de la vie. Sans l'agriculture, il n'y a pas de vie. C'est trop noble. Alors comment on appelle ces chambres? Chambre noire. Combien de temps faut-il pour l'enlever? 7 jours. 7 jours. Gloire à Dieu. Une première leçon autour de la sériculture, la culture sous serre, notamment dans le maraîcher, pour faire pousser tomates, cerises et autres légumes, même en zone aride. Maintenant, quelle est la différence entre cultiver sous serre et cultiver hors serre? Pourquoi on a choisi de mettre ça de cette manière au lieu de la manière traditionnelle? Quelle est la différence? Pour apporter des réponses à ces futurs agrobusinessmen et women, Tion Yang peut compter sur Ramatoulaïdia, une ancienne élève devenue, grâce à sa formation ici, une pro de la sériculture. C'est une barrière de protection contre les ravageurs. Si on fait les insectes? Oui, Okay. contre les insectes, rien ne va entrer dedans. Okay. Les ravageurs, les insectes et tout, surtout les maladies aussi. Si on le mettait dehors là, les ravageurs vont venir détruire tout ce qu'on a fait. C'est pourquoi on a mis une serre. Good job. Professeur Rama. Des vergers et des cultures maraîchères sous serre. Mais la ferme héberge aussi une activité vitale pour le pays. Cet étang,
à l'allure d'une piscine quasi vide, en apparence seulement. Au Sénégal, la surpêche au large des côtes par des chalutiers européens ou chinois menace la sécurité alimentaire. Le poisson, base de l'alimentation pour des millions de Sénégalais, se fait de plus en plus rare et donc de plus en plus cher. Tionyang est convaincu qu'initier des jeunes à la pisciculture est une façon de limiter ces dégâts. Passe-moi les aliments. Les grands vont venir. Quand on leur donne de la nourriture en scie, ils dominent tous les petits. Ce bassin de 100 mètres cubes, quand il est rempli, a une capacité de production moyenne de 15 000 tonnes tous les 6 mois. Pour passer des alevins à des poissons en pleine maturité, il faut environ 3 mois d'élevage. Assez pour nourrir tout le monde à la ferme. Apprendre à pêcher plutôt que de recevoir du poisson. Plus qu'une métaphore, du concret à Jeffzone. Je me suis engagé dans la pisciculture pour aussi apporter une réponse par rapport à la problématique de l'océan Atlantique. Aujourd'hui, nos pêcheurs ne peuvent plus trouver de poissons parce que la majeure partie d'entre eux, quand ils vont à l'océan, c'est les licences qu'on donne à la pêche illégale. La communauté européenne est en train de faire du n'importe quoi dans l'océan Atlantique aujourd'hui, ce qui est en train de tuer ce secteur et qui crée beaucoup de problèmes sur nos côtes. Tu vas voir, ils vont prendre. Mais tous les grands sont partis. Ils ont raté. Qu'est-ce que je me dis? Excuse-moi, non, ils ont raté. Ah, 8 kilos là. Les grands. Enlevez le petit, laissez-le à l'intérieur. Est-ce que tu vois un poisson ici? Tous partis. Ils sont très intelligents. Les futurs jeunes pisciculteurs ne sont pas encore très habiles, mais l'objectif est atteint. Ils ont appris à pêcher le poisson qui va assurer le repas de fin de journée. Du champ à l'assiette, de l'étang à la poêle. Produire, commercialiser et distribuer en mode local, qui espèrent l'exporter à l'échelle du pays et même du continent. Pour convaincre ces jeunes urbains de se lancer dans l'agriculture ou la pisciculture, Tionyang organise à chaque session un moment clé, l'attendue séance de coaching. Vous allez bien? Vous venez d'où? Chacun peut se présenter, comme ça on me connecte. On commence par vous. Je m'appelle Mohamed Chani, je viens de la Mauritanie. Mauritanie? Où j'ai fait la théologie, où j'ai fait le business actuellement. Et vous faites quoi, madame? Moi, je fais du marketing et de la communication. Très bien. Et pourquoi l'agriculture? J'ai été initiée par mon époux. C'est bien, bon, moi je suis content de vous retrouver. Alors moi je ne me suis pas présenté. C'est vrai. Alors moi c'est Momodou, comme j'avais dit, je suis ingénieur en génie civil et je suis rentré de la France il y a 2 semaines. Okay. C'est parce qu'avec madame aussi on a un projet agricole. D'accord. Ah, vous travaillez ensemble? Oui, on va travailler. Ah, c'est monsieur et madame? Non, c'est le meilleur ami de mon mari. Ah, d'accord. C'est bien, bon, moi je suis content de vous retrouver. Et je me réjouis aujourd'hui parce que je vois que dans ce groupe, souvent dans des groupes, tu vois parfois des agronomes, des gens qui sont dans l'agriculture, etc. Mais presque vous tous, personne n'a une formation agricole. Ça veut dire que l'intérêt est en train de se susciter entre nous maintenant, de prendre notre responsabilité, même si on est dans l'économie, les finances, ou bien la banque, ou bien le commerce, etc. On sait qu'on doit aussi jouer un rôle sur the core of our economy, le plus important, qui est l'agriculture. On ne peut pas développer nos pays sans ça. Ce qu'on va semer aujourd'hui, le travail qu'on est en train de faire nous tous, va contribuer sur l'avenir de l'Afrique dans quelques années. Si vous n'avez pas de terre, commencez à la maison. Même à la maison, tu peux faire nana. Dans 1 mois, ou même 2 semaines, 3 semaines, tu peux vendre dans toutes les boutiques, tu déposes chaque jour, on te donne ton argent. Cette opportunité d'être là, on va vous aider à réfléchir, à innover, à créer, à creuser, à aller au fond de vous et de sortir ce qui dormait. Vous devez ressortir à la fin de la semaine avec un projet. That this is what I'm going to do for my life. De la première promotion à cette 80e fournée, un enthousiasme intact et des profils de plus en plus éclectiques. Ça a commencé avec 1, 2, 3 personnes. Là, on est à 5400 et quelques personnes qui ont été formées ici, sur les 80 et quelques, avec les décentralisations qu'on a fait dans le pays. Imagine, dans 5 ans encore, ça va faire des milliers de jeunes qui, eux aussi, je sais, chacun d'entre eux, va inspirer d'autres personnes. Et c'est là qu'on crée cette révolution agricole. Sans ça, on ne pourra pas y arriver. Et ils comprennent qu'ils
ils sont le moteur de cette révolution agricole. Des révolutionnaires en herbe, comme Mamadou Badissal, un ingénieur en génie civil spécialisé dans le BTP et basé à Lyon en France. Un membre de la diaspora africaine en Europe qui a tout quitté pour venir tenter cette nouvelle vie, cette aventure agricole rêvée. Nos modèles. Une formation qui n'a rien à voir avec l'agriculture. Par contre, je suis quelqu'un qui adore les week-ends faire le marché, acheter des légumes et fruits. Donc au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que j'achetais dans les magasins, en fait, ça ne venait pas de là-bas. Donc tout était exporté, soit de Pérou, soit de Brésil. J'ai démissionné et j'ai toujours ma famille là-bas, bien sûr. Et je suis venu pour 4-6 mois, question de me lancer pour voir ce que ça va donner. Chacun d'entre nous, on a de très bonnes idées. On peut avoir les connaissances qu'il faut, les projets qu'il faut, les PowerPoint qu'il faut. Mais il y a quelque chose que si ça marche, si vous ne le faites pas, rien ne va se faire, c'est quoi? L'action. On peut tout avoir là. On connaît toujours des gens qui ont de très beaux projets, hein, qui te parlent de ça depuis qu'ils sont nés, jusqu'à 50 et quelques ans. Ils ne bougent pas. Donc je vous invite à l'action. Et pour l'action, comme je vous disais au début, commencez petit. It's the small steps that goes to kilometers and miles and miles and miles. D'accord? L'appel à l'action, l'appel de la terre. Un écho qui résonne depuis longtemps en Fatima Manga. Cette professionnelle du marketing et de la communication est plus que jamais décidée à changer de vie et à apprendre un autre métier, apprendre à nourrir les autres. Ce qui m'a poussée de base, c'est que j'ai beaucoup été attirée en fait par une amie. C'est elle qui m'a donné en fait l'envie parce que je la voyais faire. Elle est dans le métier, elle. Je la voyais faire et autres. Et après, mon mari a acquis des terres. J'ai quitté mon travail. Donc, je me suis dit, pourquoi pas m'investir dans ce milieu et essayer de découvrir ce que l'agriculture peut nous donner, ce qu'elle peut nous faire découvrir de la terre. C'est pour cela que je me suis inscrite à Jeffzone pour essayer d'apprendre un peu plus sur la terre parce que je ne m'y connais pas du tout. Ce n'est pas mon domaine. C'est pour cela que je suis venue là. Au sortir d'ici, sur notre ferme que nous allons faire, s'il plaît à Dieu, ce sera la pépinière pour moi. Ce sera mon petit bébé et je m'en occuperai personnellement. Comment Fatima va-t-elle aborder sa toute première épreuve à la ferme? Son enthousiasme pour son projet de reconversion sera-t-il le même? Comment Tionyang, lui, prépare-t-il le 10e anniversaire de son projet Jeffzone? Nous le saurons dans quelques jours en revenant voir ce pionnier de la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le pays. Un phénomène qui, d'après les statistiques officielles, touche environ 16% de la population. Sans doute plus d'après certaines ONG qui, sur le terrain, organisent la mobilisation pour trouver des parades à cette insécurité alimentaire, notamment en favorisant la culture de plantes locales qui, sur place, ont près des vertus miraculeuses. Monsieur Kadio, bienvenue à Ganga. Rendez-vous à Kédougou, à 900 km de Dakar. L'homme que nous sommes venus voir va nous faire découvrir ce qu'il considère être une plante miracle contre l'insécurité alimentaire, notamment au Sahel. Cette plante, c'est le fonio, une céréale que Boubié Kadio, coordonnateur de projet à l'ONG SOS Sahel, veut faire adopter aux populations. Nous sommes au Sénégal oriental, dans un des villages de la commune de Dar Salam, basé dans la région de Kédougou, au Sénégal oriental, et Ganga. Et Ganga qui est un de nos villages où nous avons des producteurs de fonio. Maintenant, il suffit de les accompagner avec les centres de services qu'on a mis en place au niveau de chaque commune, avec les outils de labour, de récolte et de transformation. Situé à la frontière avec la Guinée, premier producteur africain de fonio, le village des Ganga entend devenir le futur Eldorado sénégalais du fonio, ici en pleine croissance. Donc, nous sommes sur l'exploitation de M. Tiara Banga qui a bien voulu lancer la production du fonio à travers 1,5 hectare avec la variété Niata qui a un très bon rendement de 800 kg à l'hectare. « 800 kg de fonio à l'hectare, c'est le rendement que vise ce cultivateur de fonio qui est en pleine période de semis, accompagné par ses enfants et neveux.
Même sur un sol très pauvre, le fonio pousse sans difficulté et sans l'aide d'engrais. Céréale à la culture peu exigeante, au grain 10 fois plus petit que le riz, elle est très résistante à la sécheresse. Le fonio est donc adapté au climat subsaharien et peut résister aux changements climatiques. Et sa culture exige 4 fois moins d'eau que le riz. Dépêchons-nous les gars, dépêchons-nous. Il faut que nous puissions rentrer avant la forte chaleur. Céréale pourtant millénaire, le fonio avait disparu du régime alimentaire des populations locales. Avec l'appui de SOS Sahel, les paysans comme Tiara Bangar l'ont remis au goût du jour et dans l'assiette des agriculteurs. Ils ont droit à un accompagnement en semences et en techniques culturelles à haut rendement. Mes aïeux ont toujours pratiqué l'agriculture. Et moi aussi, je l'ai hérité de mes parents. Dans cette activité, le fonio a toujours occupé une place centrale qu'il a peu à peu perdue. Cette partie du pays est très pauvre. Il arrive souvent que malgré nos efforts, on n'arrive pas à se nourrir convenablement. Le maïs s'épuise, le mil pareil, le riz aussi. Alors, on subit la famine. Depuis que je me suis remis à la culture du fonio, avec les techniques que nous ont montrées SOS Sahel, ma famille et moi ne connaissons plus vraiment ces périodes difficiles. Le champ de Tiara est aussi un champ pour tester les semences. Sur quelques mètres, des variétés de fonio dont les récoltes permettront de savoir quelle est la plus adaptée à ce sol. Objectif, maximiser encore et encore la production, l'obsession de Boubié Kadio. Les accompagner, c'est d'abord les sensibiliser, les informer sur la culture. Et en ce moment, nous avons pu identifier un certain nombre de producteurs que nous avons formés sur l'itinéraire technique de la culture du fonio. Aujourd'hui, nous avons lancé le processus de production, mais il se trouve qu'il faut penser à la semence. Pensons à la semence de qualité pour améliorer le rendement à l'hectare. C'est ce qui fait que nous avons eu l'appui de l'Institut de recherche agricole et ISRA qui nous appuie à partir du centre régional pour l'amélioration et l'adaptation des semences à la sécheresse. Nous avons bien travaillé ensemble en mettant en place des parcelles de démonstration et des parcelles de multiplication des semences. Le Sénégal a réalisé une production annuelle de 6623 tonnes de fonio en 2023, près de 8 fois moins que ses voisins la Guinée et le Mali, les figures de proue de la filière. Mais des initiatives comme celle de SOS Sahel ont pour but de faire évoluer ces données. Ah, vous avez un coup de fil? Oui, j'ai un coup de fil de M. Fall. Oui, M. Fall, bonjour. Vous allez bien? Pour le fonio, tu as prévu combien d'hectares? Bon, disons 8 à 10. 8 à 10 hectares. Oui. Bon, là ce qu'on peut... C'est qu'on passe à la production à l'échelle, oui. Ouais, la production à l'échelle, là c'est déjà très bien. Maintenant, en termes de semences, je pense que nous pouvons aller avec la variété Niata qui est disponible à notre niveau. Donc, je suis avec M. Robert. Nous sommes sur le terrain en plein reportage sur le fonio. Je vous le passe et il va vous dire bonjour. Bonjour M. Fall. Bonjour Robert, comment allez-vous? Très bien, enchanté. Des coups de fil comme ceux-ci, Boubié Kadio en reçoit de plus en plus. À l'autre bout, un consultant dans l'agroalimentaire qui compte investir dans la filière fonio, une céréale de plus en plus demandée. Je vois que vous êtes très intéressé par le fonio. Parlez-nous de votre projet. Oui, en fait, je suis profil consultant. J'ai travaillé énormément sur la conception de politique publique, de sécurité alimentaire pendant 15 ans. Mais là, je me lance en tant qu'entrepreneur investisseur dans le développement de la sécurité alimentaire au pays. Oui. En me focalisant surtout sur les céréales, mais je vais également faire de l'horticulture en saison. Pour les céréales, oui, on a commencé avec le maïs, mais c'est essentiellement le fonio que l'on veut développer. Pourquoi vous misez sur le fonio? Je veux vraiment contribuer au développement de la sécurité alimentaire. L'opportunité commerciale que cela représente pour le développement des zones de production comme Kédougou, le sud du Sénégal. On a vraiment un marché immense à servir à l'international. Donc je vois également cet aspect business, mais un business inclusif et qui va également développer les zones de production. Donc on garde le contact, je vais vous revenir pour la semence là. Ok, merci. Un business inclusif qui va développer les bassins de production. À Iganga, comme dans les autres contrées de Kédougou, les ménages peuvent compter sur le fonio,
allié fidèle, devenu incontournable dans les cuisines. Comme celle de Tiara, dont la fille concocte un fonio yassa au bœuf. Ici, la sauce yassa n'est plus seulement associée au riz. Le fonio, une alternative au blé, au mil, au maïs, mais surtout au riz à qui il ressemble. Au marché, le kilo de cette céréale se vend 2000 à 2500 francs CFA, quand le riz vaut 700 francs CFA en moyenne. Mais le fonio est réputé avoir bien plus de vertus. La particularité du fonio, c'est le côté digestif. Il fait beaucoup appel à des sauces que vous pouvez varier, soit avec de la pâte d'arachide, avec de l'oignon ou avec des feuilles de patate. Bon, ça passe, des feuilles de manioc ou bien sauce tomate, ça passe partout, ou avec du lait qu'ils appellent de chakri, oui, là, qui passe, qui est très bien aussi consommé. Mais sur le plan alimentaire, c'est comme on l'a dit, sans gluten et puis vraiment qui passe facilement au niveau des diabétiques, qui est très demandé et surtout pour eux, très conseillé pour eux. Et ils l'utilisent en dîner pour faciliter la digestion facilement, avoir beaucoup d'énergie pour que le lendemain, vous puissiez être opérationnel sur les travaux champêtres ou autres. Bon, à quelque part, vous arrivez à satisfaire aux besoins nutritionnels. Produire suffisamment de fonio pour se nourrir et pour en revendre l'excédent. Tiara Banga y arrive depuis des mois. De quoi le rendre fier de son grenier. Le fonio a changé sa vie agricole. Comme vous le voyez dans mon grenier, toutes mes récoltes sont presque épuisées. Que ce soit l'arachide, le pois, le niébé ou le riz. C'est comme ça que les paysans vivent dans la contrée. La période de soudure est toujours très difficile. Tu ramènes tes produits du champ, mais lors de la prochaine récolte, le stock te lâche en chemin. Comment tu fais pour survivre en ce moment-là? Tu es obligé de subir la famine. C'est une situation qui a vidé le village. Les jeunes que tu as vus ici, c'est parce que c'est la période des vacances. La culture du fonio est venue changer beaucoup de choses pour nous. Grâce à la vente du fonio, on parvient à subvenir à nos besoins. Le fonio, une culture contre la faim et une source de revenus pour les paysans qui pourraient partir conquérir d'autres territoires au Sénégal. Sa résistance aux conditions climatiques arides pourrait vite en faire une solution pour les millions de Sénégalais installés dans le nord du pays et qui sont de plus en plus affectés par l'avancée du désert. Un paysage aride, dépourvu d'eau et de nourriture. Voici à quoi ressemble cette région en saison sèche. Mais dès les premières pluies, ce territoire peut prendre une allure trompeuse avec le retour de la végétation. Pourtant, sous la verdure, les carcasses d'animaux n'ayant pas survécu à la terrible sécheresse rappellent l'urgence de stopper le désert. Comment assurer la sécurité alimentaire si le désert avance à grands pas? Dans cette partie du Sénégal, frappée par une forte sécheresse, des verdures comme celle-ci disparaissent si vite qu'elles laissent place au sable, à la désolation. Alors il faut agir. C'est la mission de la Grande Muraille Verte. Sur cette ligne de front, la bataille existentielle face au désert est le quotidien de cet homme. Karim, avance de l'autre côté. Assurez-vous de ne pas oublier certains plans. Le sergent-chef Badi est un agent technique du service des eaux et forêts. Nous le retrouvons à la base de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte de Ouidou, dont il est le chef. La Grande Muraille Verte, c'est un projet d'une ambition immense. Bâtir d'ici à 2030 un mur végétal sur 15 km de large et une longueur de 7800 km d'ouest en est sur 11 pays, du Sénégal à Djibouti. Un mur contre le désert. Allez, on amène une dizaine de personnes, ok? Faites attention aux arbres, ne les piétinez pas. Ce jour-là, une action devenue un rituel. Des plants d'arbres arrosés vont être acheminés en direction de parcelles à reboiser. Reboiser pour freiner l'ensablement général et préserver la possibilité de continuer à cultiver pour nourrir les populations. Chaque plante a un rôle précis dans cette bataille pour la reforestation. À l'image du pays, aussi au niveau de la Grande Muraille, on doit se lancer dans les activités pour pouvoir accompagner cette dynamique de reforestation, notamment dans la zone de la Grande Muraille Verte. Aujourd'hui, présentement, on est en train de prendre des arbres qu'on doit planter dans une parcelle qui se trouve non loin d'ici, à 2 km. Une parcelle qu'on a installée en collaboration avec la Grande Muraille.
Donc il y a la famille qui est à côté qui veulent faire de l'agriculture. C'est une manière aussi de lutter contre l'insécurité alimentaire, puisque maintenant il y a les éleveurs qui se lancent dans l'agriculture. C'est une manière aussi pour nous de les accompagner et répondre aussi à cet appel du chef de l'État d'aller planter un peu partout des arbres. Il y a des scientifiques qui se sont réunis, qui ont fait une sélection d'espèces d'arbres forestières qui ont une certaine plus-value. Des arbres qui vont non seulement contribuer à la lutte contre la désertification, mais qui vont apporter une certaine plus-value aux populations, tels que le justifix qu'on vient de prélever. C'est des arbres qui peuvent servir de haies vives, mais aussi qui peuvent produire des fruits qui peuvent servir à la population. Maintenant, on ne choisit plus des espèces comme ça. Quand on choisit une espèce, c'est parce qu'il y a une forte valeur ajoutée sur le plan économique. Cette bataille invisible dans un huis clos désertique, le sergent-chef la mène avec des villageois, tous engagés dans le projet de verdissement de leur espace de vie. Cette parcelle, c'est un futur champ d'arachides, de haricots, de gombo et autres légumes. Pour la mettre à l'abri du vent, elle va accueillir des plants de ziziphus pour créer de l'ombrage et enrichir le sol. Le combat contre le désert a lieu ici, mètre carré après mètre carré. Souleymane, tu peux planter, mais évite de casser la motte de terre pour plus de réussite. Le Ziziphus mauritiana résiste aux températures extrêmes et prospère dans des conditions très sèches. Quand ils seront plus grands, ces arbres auront des feuilles qui, saison après saison, vont tomber et créer de l'engrais, ce qui régénérera le sol en plus de jouer le rôle de brise-vent pour protéger les futures récoltes. On a dépassé une période qui a été tellement difficile pour les populations, autant sur le plan de l'élevage, et n'en parlons pas sur le plan de l'agriculture, parce qu'ici c'est une zone où les gens ne pratiquent pas trop l'agriculture. La situation qu'on a vécue cette campagne passée a ouvert les yeux à pas mal de gens qui se sont dit qu'on ne peut pas uniquement se focaliser sur l'élevage, donc il va falloir que l'on greffe des activités agricoles, comme vous le voyez ici. Cette famille, ils sont lancés volontaires pour acheter leur grillage, clôturé en collaboration avec la Grande Muraille. On leur a apporté le tracteur pour venir labourer leurs parcelles, pour permettre d'accroître leurs revenus en termes agricoles. Donc ils vont faire de la réussite certainement. Ils vont avoir du foin qu'ils vont stocker. Au moment où les gens vont sentir que ce n'est plus possible de rester ici, eux, ils auront déjà quelque chose en stock. En plus de la banque qu'on a ici, cette parcelle, où il y a encore de l'herbe, pendant que les autres commencent à souffrir. Donc l'insécurité alimentaire, c'est quelque chose qui se sent ici. Mais les populations sont en train d'ouvrir leurs yeux et de comprendre qu'on ne peut pas uniquement se focaliser aux activités pastorales. De l'élevage à l'agriculture, un pari fou. D'autant plus que depuis des générations, le mode de vie de ces peuples est à 95% rythmé par la vie de leur cheptel et un peu de commerce. Fatigué par des transhumances devenues plus éprouvantes à cause du changement climatique, ce chef de famille d'éleveurs veut oser une reconversion agricole. On avance tout doucement, on avance tout doucement. Retour à la maison, retour à la maison. C'est une grande fierté pour moi et pour toute ma famille de recevoir cet accompagnement. Cela nous aidera vraiment à avoir un champ à nous-mêmes. Les arachides, le haricot, l'oseille et les autres légumes que nous mangeons ici sont souvent très rares. Comme il n'y en a pas beaucoup, le peu qu'on trouve sur le marché est cher. Maintenant, je souhaite qu'on nous apporte de l'eau qui puisse nous faire arroser la parcelle, afin de faire les cultures de contre-saison. On ne peut pas se contenter exclusivement des cultures hivernales. Maintenir les villageois sur place pour faire d'eux une force prête à contrer le désert. Dans ce combat, sergent-chef Badi peut aussi compter sur une armée d'Amazones. Non loin, une ferme agricole communautaire qui s'étale sur 20 hectares et où plusieurs activités se déroulent au même moment. Bien sûr, une plantation d'arbres, encore et encore. Dans quelques années, ces arbres retiendront de l'eau pour améliorer ce sol. De quoi accélérer les productions vitales comme cette oseille de Guinée, encore appelée fleur d'hibiscus ou bissap. Vous n'avez que cette planche? Je gère celle-ci et une autre plus grande. Ah, vous en avez une autre? Oui, au niveau des gouttes à gouttes.
C'est une fierté pour moi d'être accompagnée par la Grande Muraille. Être accompagnée pour pouvoir améliorer son quotidien, c'est une très bonne chose. La Grande Muraille nous aide à entretenir des plants de citronnier, des plants de manguier. Maintenant, on peut faire des cultures qui accompagnent des repas tels que le bissap, du gombo, du niébé et pas mal d'autres cultures. Auparavant, nous n'étions pas des agriculteurs. C'est les Wolofs, une autre ethnie qui pratiquait l'agriculture et qui sémaient le bissap dans leurs vergers et revenaient ici pour vendre. Nous, on ne faisait qu'acheter tout ce qui est légumes et condiments. Mais depuis que cette parcelle existe, je pratique l'agriculture comme les autres. Le projet de Grande Muraille Verte a muni cette ferme de l'irrigation goutte à goutte, un système de distribution d'eau plus efficace pour les cultures en croissance. Évite les trous du milieu. Tu les as trop serrés. Voilà. Je vais les fermer pour toi. Il faut que ce soit bien espacé. Comme ça, tu auras une bonne production. Il est prévu de faire un autre système d'irrigation par aspersion, là où elles vont faire le maraîchage. Donc ici, c'est des fruitiers qui sont installés, des manguiers, des agrumes, et des carosols. Il y a plusieurs variétés d'espèces qui sont là. Donc, avec le système d'irrigation par aspersion, elles vont faire du maraîchage. Donc, elles vont produire pratiquement toutes les sortes de légumes qu'on peut utiliser dans la zone. À l'époque, on achetait des légumes, mais maintenant, avec l'installation de cette ferme, les femmes vont davantage produire leurs propres légumes et vont améliorer le repas quotidien. Donc, ce n'est pas uniquement Mbayao qui est concerné, mais tous les villages et hameaux qui sont autour sont concernés par cette ferme. Près de 300 femmes sont directement impliquées dans le fonctionnement de la ferme et grâce à elles, près d'1 millier de personnes en bénéficient. La ferme veut être la plus complète possible en diversifiant ses productions. Illustration avec ces ruches qui annoncent un miel futur. Dans cette zone agropastorale, le trop-plein de lait produit est souvent détruit. Le Sénégal en importe pourtant en moyenne 300 000 tonnes par an. Alors, pour freiner ces importations, une laiterie est en cours de construction. Mais cette transformation change-t-elle réellement la vie de ces femmes? Nous reviendrons à Ouidou pour le savoir. En attendant, nous retournons à la ferme de Chonyang, la ferme qui encourage les jeunes urbains à venir faire la révolution de l'agrobusiness dans le cadre du projet Jeffzone. La 80e promotion est déjà à pied d'œuvre, autour d'une parcelle dédiée à l'oseille de Guinée, encore appelée Roselle, plus connue en Afrique de l'Ouest sous le nom de bissap. Nous allons semer le bissap, l'oseille de Guinée. D'accord, on va le faire semer en ligne. C'est-à-dire qu'on fera des lignes, après on va répandre la graine dedans. Ça ne coûte pas cher ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on pourra utiliser et les feuilles de bissap et on pourra aussi récolter les fleurs, qui sont les fleurs d'hibiscus. Ici, c'est un mist. Donc on a la variété blanche, la variété rouge et ce qu'on appelle ici le vinto. Donc la variété un peu plus rouge, rouge un peu foncé. C'est bon? Cool. Donc, juste après c'est le jour de la première épreuve pour Fatima, la professionnelle du marketing et de la communication et sa bande, qui se rêve un avenir d'agripreneur. Sous les consignes de Christ Mandela, un des cadres présents depuis le début de l'aventure en 2014, les membres de la 80e promotion de Jeffzone commencent à semer leurs petites graines. C'est bon, on y va. Good. Allez. Faut bien semer. Faut pas trop rater. L'oseille de Guinée est une plante produite sur un cycle de 120 à 165 jours en zone tropicale et cultivée lors de l'hivernage, généralement selon des méthodes traditionnelles, sans engrais. Pour obtenir un plus grand rendement, Chris leur apprend une méthode plus efficace. Ici maintenant, on veut leur apprendre que même si vous n'avez pas de l'eau encore, vous pouvez profiter de la pluie pour semer. Les semer comme le bissap ou le maïs. Donc c'est ça qu'on est venu faire sur le terrain. Peut-être il y en a qui n'ont jamais encore semé. Ici, en fait, on insiste beaucoup sur la pratique pour que l'apprenant puisse hands-on comprendre en fait ce qui se passe. Parce que la théorie c'est bien, mais la pratique ça permet aux gens de beaucoup retenir plus facilement. En rang, la dizaine d'apprenants avancent ensemble. L'échine courbée, quelques-uns laissent s'échapper de leurs doigts de toutes petites graines. D'autres les enterrent aussitôt sous leurs bottes. Fatima, elle, tente de s'appliquer et apprend de ses erreurs. Ce que j'ai aimé, c'est la pratique.
Donc, comme ils l'ont dit depuis le début, voilà, on fait beaucoup de pratiques et ils nous laissent faire en fait pour qu'on puisse apprendre de nos erreurs. Ce que j'ai le plus aimé, c'est déjà que le boss soit venu lui-même discuter avec nous, parler de son projet et nous aider aussi à avoir une meilleure vision de notre projet à nous. Après la semence, j'arrive à avoir des idées, savoir quand est-ce qu'il faut faire certaines choses et comment ne pas, et quand est-ce qu'il ne faut pas les faire. Donc oui, c'est vraiment intéressant. Semer en saison de pluie et en saison sèche, l'avantage, c'est que durant la saison des pluies, on n'est pas obligé d'arroser tout le temps parce que la pluie fait le travail à notre place. Alors qu'en saison sèche, il faut tout le temps arroser le matin avant le lever du soleil et le soir après le coucher du soleil. Voilà 10 ans déjà que Jeffzone inspire les jeunes comme Fatima. Un anniversaire que Tionyang veut mémorable. Alors, avec ses équipes, il prépare la célébration qui aura lieu dans cette ferme. La base de données là, c'est extrêmement... Salam alaikum. Comment tu vas, mon frère? Très bien. Bienvenue chez vous. Bonjour, Le voyage? Mr. Nyang. Ça se passe bien? Très très bien. Alhamdulillah. Bien arrivé. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est au menu de la réunion? On prépare les 12 ans de Jeffzone, les 10 ans de Jeffzone, le 12 octobre, Inch'Allah cette année. Là, on va accueillir ici 1000 à 1500 personnes, de jeunes agriculteurs, des jeunes fermiers, avec les autorités du pays, mais aussi les organismes internationaux, tous liés à l'agriculture, pour parler de l'autosuffisance alimentaire. Voir l'Afrique devenir autosuffisante. Un rêve que Tionyang a toujours poursuivi, même lorsqu'il est parti vivre aux États-Unis à 22 ans avec $20 en poche. Et son parcours a tout de la success story américaine. En 2008, il se démarque outre-Atlantique en accompagnant le candidat démocrate Barack Obama lors des élections présidentielles, ce qui lui a valu le surnom de jeune prodige par la presse sénégalaise. Cette rencontre va profondément marquer sa vie et donner du sens à son engagement. En 2009, inspiré par le Yes We Can d'Obama, il lance la fondation Give One Project. Aujourd'hui, présente dans 23 pays africains, elle œuvre pour l'autonomie des jeunes sur le continent. Devenu conférencier international, auteur de plusieurs livres, Tionyang est à la tête de 6 organisations dont Econ Lighting Africa, un méga projet d'électrification de l'Afrique. Pour l'entrepreneur social, revenir sur sa terre natale pour aider le continent à mieux se nourrir et manger à sa faim était une évidence. Partir des États-Unis, tout abandonner, revenir en Afrique, qu'est-ce qui explique cette folie? Pour moi, la folie serait de rester aux États-Unis. C'est le contraire. La folie, c'était d'aller aux États-Unis et de rester, faire toute ma carrière et de ne pas revenir aider mon pays et mon continent. Pour moi, le leadership, c'est aller où il y a rien et vous créez quelque chose. Et cet espace qu'on a pu créer avec mes équipes, ça donne de l'espoir parce que la jeunesse africaine en a besoin. C'est pourquoi je me suis dit, il faut d'abord créer une ferme qui peut faire rêver les jeunes. L'agriculture, c'est un business. C'est plus que juste travailler la terre. C'est très noble, c'est la vie. Parce que sans l'agriculture, un pays ne peut pas se tenir. Parce que si on n'est pas indépendant économiquement, d'abord avant économie, la personne s'il ne mange pas la journée, s'il est affamé, il ne peut pas réfléchir, innover, créer. Comme on a Silicon Valley aux États-Unis, les jeunes peuvent rester sur leur tablette toute la journée, créer des applications, créer des robots, créer ChatGPT, créer Google Maps, etc. On doit régler fondamentalement cette question de l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire de la politique autour ou bien parler de ça comme ça. C'est extrêmement urgent. C'est ce que les Américains appellent the fierce urgency of now. Toutes nos ressources, on doit mettre pour régler la question de l'agriculture. Et on a tout pour le faire. De 2014 à aujourd'hui, ce qui rend fier Tionyang, ce sont des centaines de jeunes formés au fil des années aux techniques d'agriculture et au leadership. À travers le pays, plusieurs d'entre eux ont pu se tracer un chemin dans le domaine de l'agrobusiness. Maintenant, pour les 10 ans de Jeffzone, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez conclu pour la première réunion?
Oui, là, on a fait le premier sol. On a divisé les différents comités. Donc, il y a M. Régis qui vient avec Dussault pour la coordination générale. Comment on va faire, par exemple, pour le vêtement? Parce qu'on a presque 1500 personnes. Et là, avec l'espace, là, je ne sais pas comment on va faire. Je pense que pour le terrain, comme on avait dit qu'on allait clôturer, je pense qu'on va attendre. Parce que si on clôture, on n'aura pas beaucoup d'espace. D'ici la célébration, la ferme vit à son rythme habituel. Les fins de journée à Jeffzone sont marquées par un repas partagé par tout le monde. Et pour ça, des mains s'activent en cuisine. Au menu du jour, le très réputé thieboudienne, concocté à base de produits issus de la ferme. Plat national sénégalaise, du riz rouge au poisson, qu'on va servir à nos étudiants. N'oublions pas ce qui s'est fait depuis toujours, le bonheur de manger ensemble, et toujours remercier celle qui a cuisiné. Manger ce qu'on produit, c'est la politique de Jeffzone. Devant moi, des carottes, du manioc, du poisson, pêché ici même dans les temps de la ferme, des légumes, des choux notamment. Thionian espère à travers ces jeunes gens partis de toute l'Afrique, partis des villes du Sénégal, de Dakar et même des périphéries, mettre en eux cette petite graine qui va faire germer de la nourriture dans toute l'Afrique et pour, à terme, repousser l'insécurité alimentaire. Jeffzone n'est qu'une esquisse de ce que souhaite ce quadragénaire. Une Afrique qui va inverser les rôles. D'importateur de denrées à exportateur de nourriture pour le reste du monde. Une révolution qui passera par ces jeunes. Tout ce que nous mangeons ici, nous produisons dans la ferme. Et ça, c'est un modèle qu'on veut susciter de l'énergie pour que les autres, les jeunes autour de nous, ils commencent à faire la même chose. Comme vous m'avez vu sur la classe, là où je parlais de commencer petit chez eux, avec des légumes, des menthes, des poissons qu'ils peuvent faire à la maison, des petites choses qui va susciter l'envie de faire encore plus. Et petit à petit, ils peuvent faire plus que nous sommes en train de faire. Donc c'est ça, quoi. C'est-à-dire que si on arrive à produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons, d'abord à la maison, d'abord à la ferme entre nous, hein, et après ça va faire le ripple effect de la maison, de la ferme, de la communauté. Après, d'autres personnes vont récupérer, faire la même chose. Et puis petit à petit, tu inspires le pays, le continent et pourquoi pas le monde entier à partir du Sénégal. Mettre la sécurité alimentaire au cœur du débat africain. C'est l'obsession des activistes comme Thion qui militent pour la consommation de produits locaux, y compris des céréales dont la production peut être facilement boostée, comme celle du fonio. Retour dans la région de Kédougou, fief de la céréale miracle, dans le village de Dar Salam, où nous retrouvons Boubier Kadio de l'ONG SOSL. Au fil du temps, la salle de réunion du centre de services agricoles s'est transformée en magasin de stockage pour les surplus des paysans. Grâce à la revente du fonio, ces communautés deviennent autonomes. Ce jour-là, Ousmane Sissoko, un jeune agriculteur, a ramené 2 sacs. Responsable des lieux, Kandia Doumbia, le président des producteurs de Dar Salam, est celui qui réceptionne, pèse et stocke la céréale. Donc les 2 sacs là, quand vous vendez ça, l'argent doit savoir de combien? Les 2 sacs m'ont donné 80 kilos. 80 kilos va faire fois 400 francs. 32 000 francs CFA, une belle somme pour Ousmane. De quoi l'aider à résoudre pas mal de problèmes. Avec ma famille, on a beaucoup récolté cette saison encore. De plus en plus, on commence à intégrer des techniques que SOS Sahel nous a apprises et continue d'ailleurs de nous apprendre. Grâce au fonio, on mange de mieux en mieux. D'abord parce qu'on ne connaît plus vraiment de pénurie des céréales, mais surtout parce que les revenus de nos ventes du fonio nous font acheter de la nourriture pour diversifier nos menus et donc ne plus risquer la sous-alimentation. Des transactions de plus en plus courantes, de plus en plus lucratives, au rythme de la demande du principal acheteur, la compagnie africaine agroalimentaire, la CAA, qui transforme le fonio dans une usine à Dakar. Notre aspect, Game a fait le point
pour l'achat du Fonio Paddy là. Oui, oui. Tu as combien de tonnes là? C'est 6, non? Ça ne vaut pas 7 en tout cas. Non, non, non. Environ 6 tonnes et quelques. Ouais, c'est 6 tonnes et quelques. Mais il faut vraiment peser. Ouais. Parce que c'est aussi à donner son cahier des charges. Il faut qu'on respecte le poids là. Là, je préfère qu'on vous vire les paiements, avec CA, vous vire le paiement. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'accélérer le processus. Un camion va venir enlever tout pour l'amener à Dakar. Pour permettre à toutes les parties d'être satisfaites à chaque transaction, Boubier Kadio veille sur le bon fonctionnement du magasin de stockage. Avec l'union des producteurs, ils ont un cahier de gestion. Tout producteur qui vient avec son stock est bien notifié et bien enregistré et stocké. Donc, ça veut dire qu'à quelque part, toutes les commandes de Fonio qu'ils ont sur la ligne, ils essaient de voir la capacité qu'ils ont ou bien la disponibilité à leur niveau. Aujourd'hui, vous avez besoin de 5 tonnes de Fonio Paddy au niveau du CSA de Dar es Salaam. L'union des producteurs, à travers l'équipe dirigeante, mobilise tout l'ensemble des producteurs pour la collecte. Et chacun se retrouve avec sa quantité produite et stockée ici. Ceci permet à l'entrepreneur ou bien au commerçant ou bien au fournisseur ou bien encore à un potentiel acheteur de traiter directement avec l'union des producteurs. Et ça fait encore un plus-value et une manière de gérer de manière à ce qu'il y ait des retombées. Le principal acheteur du Fonio de ses producteurs se trouve à 900 km d'ici. Direction Dakar, pour aller voir comment la chaîne de valeur du Fonio est en train de se mettre en place au bénéfice de tous les acteurs de la filière de cette céréale, aussi surnommée le mil des dieux. J'ai rendez-vous dans l'unité de transformation de la compagnie africaine agroalimentaire, que dirige Laura Layous. Bonjour Robert, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir fait le déplacement. Je vais te faire la visite. Juste avant, il faut enfiler une blouse et des gants si à un moment tu veux toucher le produit et le goûter. Bienvenue dans la seule usine et première usine de transformation de Fonio au monde. Merci. Depuis 2018, la directrice générale de cette entreprise familiale est déterminée à redonner au Fonio une place de choix dans les assiettes africaines. Et cela passe par sa transformation. Quand on le reçoit du champ, il est dans des sacs comme ça, il y a beaucoup d'impuretés, de la paille, de la pierre, du sable. Et donc, il est d'abord traité avec des machines qu'on a créées pour arriver à un taux d'impureté, ici d'abord, qui s'approche à 0,5%. Après ça, il va subir un décortiquage. Et il sera décortiqué et blanchi, parce que le Fonio a une petite pellicule, comme le riz, on appelle ça du Fonio Paddy. Après, il va subir le décortiquage et le blanchiment, et ça va donner ça. C'est ce produit qui rentre dans des big bags ou dans des sacs de 50 kg dans l'unité de production. Des installations modernes pour une transformation du Fonio qui se veut la plus aboutie. Ça, c'est du Fonio pré-cuit. Encore une étape avant le produit fini. Après le décortiquage et la pré-cuisson à la vapeur, le séchage. Une fois que le Fonio est séché à une humidité où il n'y a pas de danger pour l'homme, il passe par un système de tri et de détection de métaux, et on a le produit fini. Des produits finis emballés ici en direction des grandes surfaces, des restaurants et des ménages. Pour augmenter sa production, Laura a d'autres projets en cours, comme encadrer des paysans dans plusieurs localités du Sénégal en partenariat avec SOS Sahel. L'Afrique a énormément de challenges face au changement climatique, le manque de pluie, l'augmentation des températures. Donc, on a choisi un produit qui s'adapte aux conditions climatiques les plus dures. Ce n'est pas pour nous polluer de l'autre côté. On a envie de participer au progrès industriel, social et alimentaire de notre pays et accompagner le pays en tant que citoyens sénégalais. C'est comme ça que nous, on voit notre parcours de vie. Le premier impact de la compagnie africaine agroalimentaire sur la sécurité alimentaire, alors je n'irai pas jusqu'à l'Afrique, mais déjà au Sénégal, c'est l'innovation industrielle de l'usine. Le Fonio, en 2 ans, a énormément pris en notoriété parce qu'il y a eu cette innovation industrielle, ce qui rend possible une production d'échelle. Maintenant qu'on a maîtrisé le côté industriel, on va mettre notre nez dans le côté agricole et essayer d'avoir les meilleurs rendements possibles et de mieux former les agriculteurs pour les aider à vivre du Fonio, pas seulement en le consommant,
dans le Bandan. On va aller déjeuner et vous allez goûter le Findi Bowl. D'accord. On y va? Bon, maintenant, je vais vous emmener dans le quartier du Plateau. Quelques minutes plus tard, au quartier d'affaires du Plateau à Dakar. Avec Laura Layous et sa collaboratrice, nous marquons une pause déjeuner. Au Fonio, bien évidemment. Ce restaurant est l'un de ceux qui en proposent à la carte sous le nom de Findi Bowl. Un Fonio revisité par le chef Aliou. Cette céréale a fait une percée récente en milieu urbain. Un produit dont la notoriété augmente dans les capitales ouest-africaines. Vous voulez des jus locaux? Oui. Alors, bissap, gingembre, bouille. Oui, c'est quoi? C'est le fruit du baobab. Baobab. Baobab, et toi? Moi aussi, oui, s'il vous plaît. Voilà, 3 bouilles, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, je trouve que même sans la sauce, c'est très bon parce que le fonio est déjà mariné aussi. C'est ça. Le Findi Bowl, c'est du fonio couronné de tranches de poulet pané avec de la tomate, de la mangue, de la pastèque, de l'avocat et de fines herbes. Des champs au plat de restaurant, Laura croit fermement à la possibilité de créer une nouvelle filière qui va nourrir le continent. On milite pour les paysans à Kédougou et d'autres régions du Sénégal où on fait nos projets. Et puis aussi les autres pays de la sous-région qui font du fonio. Guinée, Mali notamment. C'est ça. Ouais. Quand on dit du champ à l'assiette, c'est de créer la filière et la professionnaliser au Sénégal. Nous, on essaye vraiment de créer ça au Sénégal pour avoir des volumes qui soient assez importants pour que l'usine puisse les absorber et l'export aussi. Le but, c'est de vraiment professionnaliser au maximum les fermiers à faire du fonio, à en faire plus pour la vente, en leur disant qu'il y a un acheteur aujourd'hui qui peut absorber leur volume et éduquer aussi tous les consommateurs sur le knowledge, le savoir, la connaissance du fonio. Qu'est-ce que le fonio? Parce que le fonio, c'est la céréale aujourd'hui qui va avoir besoin le moins d'eau et aussi qui va pousser dans des sols qui sont pauvres. Donc c'est souvent une culture de soudure. Quand les sols sont très fatigués, on va utiliser le fonio en fait. Ça va être le fonio qui va être la seule céréale qui va pousser là-dessus. Des sols fatigués, c'est aussi le gros défi à résoudre sur le tracé de la Grande Muraille Verte. Dans ces contrées où se mène la bataille contre l'avancée du désert, dans un décor de fin de journée, au spectaculaire coucher de soleil. Aux premières heures de la matinée, les femmes de Ouidou s'activent à l'unité de production de l'huile de Balanites aegyptiaca, cet arbre adapté aux sols arides, plus connu sous le nom de dattier du désert. C'est un de ces arbres qui stoppe le désert, qui sert à l'alimentation et dont elles espèrent aussi tirer des revenus. Dans la pièce d'à côté, le dispositif pour la dernière étape d'extraction de l'huile, qui exige un supplément d'effort physique, sous la supervision bienveillante du sergent-chef Badi. Ici, c'est l'étape cruciale, l'étape où on doit maximiser les efforts pour pouvoir produire. Donc ici, on a besoin d'un certain effort physique, ce qui fait parfois les femmes ne peuvent pas à elles seules s'activer ici. Donc on a parfois besoin de l'aide des hommes, ce qui fait que parfois si on n'a pas de jeunes ici à côté, moi je viens pour les accompagner, notamment pour la production. Parce qu'ici, c'est une des étapes les plus importantes. Au bout de l'effort, de l'huile de dattier du désert. Une huile végétale reconnue pour sa richesse en substances antioxydantes, anti-inflammatoires, hydratantes et régénérantes. En plus de lutter contre la sécheresse, le réchauffement climatique, l'appauvrissement des sols, le dattier du désert participe à l'amélioration du niveau de vie des populations. C'est ainsi que nous procédons pour obtenir de l'huile. Beaucoup d'exercices, mais ça fait toujours plaisir parce que tout ensemble, on passe un bon moment en travaillant. C'est une huile qui nous aide beaucoup. On la transforme aussi en savon. C'est un produit que nous utilisons pour la toilette. L'huile et le savon sont très efficaces. On en vend chaque jour et on peut subvenir à nos besoins, comme acheter de la bonne nourriture et se soigner à l'hôpital. Au marché hebdomadaire du village, l'huile de dattier s'arrache à 4000 francs le litre. Ingénieuses, ces femmes en font aussi du savon, vendu à 300 francs l'unité. Des revenus très importants pour ces populations installées sur l'aride tracé de la Grande Muraille Verte.
Une expérience qui montre qu'on peut combattre le désert, améliorer son alimentation et vivre de son agriculture. Le type d'espoir dont on rêve le long de la pharaonique bande végétale censée protéger le Sahel d'une insécurité alimentaire qui n'a cessé de croître ces dernières années.